Il y a des absences qui font du bruit, et il y a celles qui installent un silence si complet, si épais, qu'on finit par douter de ses propres souvenirs. L'absence d'Olivier était de cette deuxième sorte. Pas un claquement de porte, pas une valise traînée dans le couloir, pas même une dispute digne de ce nom pour justifier ce qui allait suivre. Un matin ordinaire de novembre, il avait bu son café debout comme toujours, embrassé les enfants sur le front, attrapé sa veste pendue au crochet près de l'entrée, et dit qu'il partait pour Lyon. Un chantier, 3 jours, peut-être 4. Il avait dit « peut-être 4 », avec ce sourire vague qu'il réservait aux détails sans importance. Et il était parti. Claire avait 34 ans, elle enseignait en CP dans une école du quartier depuis 7 ans, et pendant 11 ans, elle avait cru qu'elle avait construit quelque chose de solide. Pas parfait. Elle n'était pas naïve à ce point, mais solide. Une maison avec un jardin étroit où Lucas, 8 ans, avait planté des radis qui n'avaient jamais poussé, et où Inès, 6 ans, passait ses samedis à dessiner des châteaux sur les dalles avec de la craie lavable. Une vie qui tenait debout. Une vie qu'elle pensait partager. Le premier soir, elle n'avait pas appelé. Olivier détestait qu'on l'appelle en déplacement. Il disait que ça le déconcentrait. Et Claire avait depuis longtemps intégré cette préférence comme une évidence, sans jamais vraiment s'interroger sur ce que cela disait de leur équilibre. Le deuxième soir, elle avait envoyé un message. 3 mots. « Tout va bien ?» Le message était resté avec ses 2 petites coches grises, lues ou non lues, impossible à savoir. Le 3e soir, elle avait appelé. Ça avait sonné dans le vide, puis basculé sur la messagerie, et la voix d'Olivier avait répondu avec ce ton professionnel qu'il prenait pour les inconnus. « Vous êtes bien sur le répondeur d'Olivier Ferrière. Laissez-moi un message. » Elle avait raccroché sans parler. C'est la nuit du 4e jour qu'elle avait compris. Pas grâce à un signe particulier, pas grâce à une révélation soudaine. Juste une certitude froide qui s'était posée au creux de l'estomac pendant qu'elle faisait la vaisselle, les mains dans l'eau tiède, les yeux fixés sur le carreau de faïence ébréché au-dessus de l'évier, qu'Olivier promettait de remplacer depuis 2 ans. Il n'avait pas eu d'accident. Il n'était pas à l'hôpital sans connaissance dans un couloir quelconque. Il était parti. Délibérément, silencieusement, sans laisser de notes, sans laisser d'explication, sans laisser quoi que ce soit d'autre que ce carreau ébréché et 2 enfants qui allaient lui demander, le lendemain matin au petit déjeuner, quand papa rentrait de Lyon. Elle avait séché ses mains sur le torchon accroché à la poignée du four, éteint la lumière de la cuisine et était allée vérifier que Lucas et Inès dormaient. Lucas avait rejeté sa couette, comme toujours, et dormait recroquevillé sur le côté, les poings fermés. Inès dormait sur le dos, les bras en croix, la bouche légèrement ouverte. Claire était restée dans l'encadrement de la porte de la chambre d'Inès pendant un long moment, à écouter sa respiration régulière, et elle avait pris une décision silencieuse. Elle ne dirait rien. Pas encore. Pas avant de comprendre ce qui se passait réellement, pas avant d'être sûre de ne pas s'effondrer devant eux. Les jours qui suivirent ressemblèrent à une performance. Claire se levait à 6h30, préparait les tartines, tressait les cheveux d'Inès, cherchait les chaussettes de Lucas dans le désordre habituel de sa chambre, déposait les enfants à l'école, traversait la cour en saluant ses collègues avec le sourire précis qu'elle réservait aux matins difficiles, entrait dans sa classe, fermait la porte et respirait. Dans sa classe, elle savait quoi faire. Elle savait comment expliquer les syllabes complexes, comment gérer les pleurs d'un enfant qui n'avait pas dormi, comment transformer une dispute entre voisins de table en leçon de vivre ensemble. Dans sa classe, elle avait le contrôle. C'était le seul endroit où elle l'avait encore. Le soir, une fois les enfants couchés, elle s'asseyait à la table de la cuisine avec son téléphone et cherchait des réponses que personne ne pouvait lui donner. Elle avait appelé le collègue d'Olivier, celui dont elle avait le numéro, qui lui avait répondu, après un silence trop long, qu'il n'était au courant d'aucun chantier à Lyon. Elle avait raccroché avant qu'il ait pu poser des questions. Elle avait vérifié le compte bancaire commun, les économies de l'année étaient intactes, pour l'instant, mais le compte courant accusait 2 virements inhabituels qu'elle ne reconnaissait pas. Elle n'avait pas encore osé appeler la banque. Ce qu'elle n'avait pas fait, en revanche, et elle en était consciente avec une netteté presque douloureuse, c'était en parler. Pas à sa sœur Margot, qui aurait dit « je t'avais prévenu » avec cette façon qu'elle avait de transformer la compassion en bilan. Pas à Nadège, sa collègue et amie depuis 4 ans, qui aurait voulu aider et n'aurait pas su comment. Pas à ses parents,
qui vivait à Bordeaux et qui avait assez de soucis avec la santé de son père. Claire portait le silence d'Olivier comme on porte une honte qui n'est pas la sienne, en serrant les dents, en regardant droit devant, en continuant d'avancer parce que s'arrêter n'était pas une option quand deux enfants avaient besoin que leur mère reste debout. La deuxième semaine s'acheva sur une image que Claire ne parvint jamais tout à fait à oublier. Inès, un jeudi soir, qui dessinait à la table du salon et qui leva les yeux vers elle avec ce calme particulier des enfants qui ont déjà réfléchi à quelque chose avant de le dire. « Maman !» dit-elle, le crayon toujours à la main. « Papa, il rentre bientôt ?» Claire sourit. Ce sourire-là, elle l'avait appris vite. Le sourire qui ne tremble pas, qui ne promet rien, qui ne ment pas vraiment non plus. « Bientôt !» dit-elle. Et elle retourna à la cuisine pour que sa fille ne voie pas ce que bientôt voulait dire sur son visage. La découverte se fit un mardi matin, entre 2 tasses de café et la liste de courses collée sur le réfrigérateur, avec un aimant en forme de tour Eiffel qu'Inès avait rapporté d'une sortie scolaire. Claire avait ouvert l'application bancaire pour vérifier si le virement de son salaire était arrivé, et pendant quelques secondes, les chiffres affichés à l'écran n'avaient tout simplement pas eu de sens. Elle avait fermé l'application, attendu, rouvert. Les chiffres étaient les mêmes. Olivier avait vidé le compte commun 10 jours avant de partir, méthodiquement, en 3 virements étalés sur une semaine, comme on planifie un déménagement, comme on prépare une sortie propre. Il restait 142 € et quelques centimes, et la liste de courses sur le réfrigérateur demandait du lait, du gruyère râpé et des yaourts pour les enfants. Elle était restée debout dans la cuisine pendant un long moment, le téléphone à la main, à regarder par la fenêtre le jardin étroit où les radis de Lucas n'avaient jamais poussé. Ce n'était pas de la colère qu'elle ressentait, pas encore. La colère viendrait plus tard, par vagues, à des moments imprévisibles, dans la voiture, sous la douche, en corrigeant des cahiers à minuit. Ce qu'elle ressentait ce matin-là était plus silencieux et plus dévastateur que la colère. C'était la confirmation. La preuve que ce départ n'était pas une impulsion, pas une crise passagère, pas un homme perdu qui avait besoin de quelques jours pour respirer. C'était un plan. Olivier était parti comme on exécute quelque chose de longuement réfléchi, et elle, pendant 11 ans, n'avait rien vu venir. Elle appela Margot le soir même, après avoir couché les enfants. Sa sœur décrocha à la 2e sonnerie, et Claire entendit dans ce décroché rapide que Margot attendait cet appel depuis des jours, peut-être depuis des années. Elle lui dit tout en moins de 5 minutes, la disparition, le silence, le compte vidé, avec cette façon qu'elle avait de raconter les catastrophes comme des faits divers, la voix égale, les mots précis, pour ne pas laisser à l'émotion la moindre fissure par où s'infiltrer. Quand elle eut fini, il y eut un silence de l'autre côté du téléphone, et puis Margot dit, très doucement, avec cette douceur particulière qui était pire que tout, « Je t'avais dit, Claire. Dès le début, je t'avais dit. » Claire ne répondit pas. Il n'y avait rien à répondre à ça. Pas parce que Margot avait tort, mais parce qu'elle avait raison, et que la raison de Margot ne changeait absolument rien à ce qui était en train de se passer. Sa sœur lui proposa de l'argent, un virement immédiat, sans condition, le ton de quelqu'un qui règle un problème pratique parce qu'elle ne sait pas quoi faire des problèmes émotionnels. Claire dit non. Margot insista 1 fois, 2 fois, et Claire dit non une 3e fois avec suffisamment de fermeté pour que sa sœur comprenne que ce refus n'était pas de la fierté mal placée. C'était de la survie. Accepter l'argent de Margot, c'était accepter aussi le regard de Margot. Et ce regard-là, pour l'instant, Claire ne pouvait pas se le permettre. Elle raccrocha et fit ce qu'elle savait faire depuis toujours quand le sol se dérobait sous ses pieds. Elle établit une liste. Non pas sur papier, mais dans sa tête, méthodiquement, en marchant de la cuisine au salon et retour, les bras croisés sur la poitrine comme pour se tenir ensemble. Les charges fixes du mois, le loyer, l'électricité, la cantine des enfants, l'assurance de la voiture. Son salaire couvrait presque tout, presque. Il manquait un peu moins de 400 € par mois pour tenir sans entamer les maigres économies qu'elle avait sur son compte personnel. Un compte qu'Olivier ne connaissait pas, de l'argent mis de côté depuis des années sans raison précise, par instinct peut-être, par cette prudence discrète qui avait toujours fait partie d'elle, sans qu'elle sache très bien pourquoi. Elle en était reconnaissante maintenant d'une façon qui lui nouait la gorge. Le lendemain, elle afficha une annonce sur le tableau de l'école. Cours particuliers de français et de mathématiques, niveau primaire et collège, disponibles le soir à partir de 18 h. En moins de 3 jours, elle avait 4 élèves. En moins d'1 semaine,
6. Elle rentrait chez elle après les cours du soir avec les jambes lourdes et la tête vide de cette fatigue particulière qui n'est pas désagréable, celle qu'on gagne en faisant quelque chose d'utile. Et elle préparait les cartables du lendemain, vérifiait les devoirs de Lucas, posait un baiser sur le front d'Inès endormie, et s'asseyait enfin à la table de la cuisine avec un thé qu'elle laissait refroidir sans le boire. Ses collègues remarquèrent la fatigue, avant qu'elle n'ait pu l'effacer tout à fait. Nadège, un jeudi matin dans la salle des professeurs, lui posa la main sur le bras et lui demanda si tout allait bien avec ce regard qui signifiait qu'elle avait déjà sa propre réponse. Claire sourit, ce sourire qu'elle perfectionnait depuis 3 semaines, celui qui ne tremble pas, qui ne promet rien, qui ne demande rien en retour, et dit que oui, tout allait bien, elle était juste un peu fatiguée, les enfants avaient eu un rhume. Nadège la regarda une seconde de trop, puis hocha la tête et parla d'autre chose. Claire lui en fut reconnaissante sans pouvoir l'expliquer. Le soir où elle pleura pour la première fois depuis la disparition d'Olivier, elle était dans sa voiture, garée devant l'école où elle venait de terminer ses cours particuliers, le moteur éteint, la rue déserte sous la pluie fine de décembre. Elle ne sut pas exactement ce qui avait déclenché les larmes. Peut-être rien de précis, peut-être l'accumulation de toutes ces journées tenues à bout de bras, peut-être simplement le fait d'être seule dans un endroit où personne ne pouvait la voir. Elle pleura pendant quelques minutes, les mains à plat sur ses genoux, sans bruit, et puis elle se moucha, vérifia son visage dans le rétroviseur, mit le contact et rentra. Lucas et Inès dormaient. La maison sentait le dîner réchauffé et le linge propre. Claire éteignit les lumières une par une et alla se coucher dans le lit trop grand en se disant que demain, elle tiendrait encore. L'avocat s'appelait Maître Dumas. Il avait la soixantaine fatiguée et un bureau encombré de dossiers qui semblait ne jamais diminuer. Et il regarda Claire avec cette expression particulière que les professionnels développent après des années à annoncer des mauvaises nouvelles, ni pitié ni indifférence, quelque chose entre les deux, une neutralité bienveillante qui permettait de continuer à travailler sans porter le poids de chaque histoire. Il lui expliqua la procédure d'abandon de domicile, les délais, les recours possibles, et puis il ouvrit un second dossier et dit, sans hausser le ton, « Madame, il y a autre chose. » Les dettes s'élevaient à 23 000 €. 3 crédits à la consommation contractés, au nom d'Olivier seul, mais garantis par leur adresse commune. Ce qui compliquait les choses d'une façon que Maître Dumas expliqua avec des mots précis, que Claire entendit sans vraiment les saisir, parce qu'une partie d'elle était restée bloquée sur le chiffre, 23 000 €, qu'elle retournait dans sa tête comme quelque chose d'étranger, quelque chose qui n'avait aucun rapport avec la vie qu'elle croyait mener. Elle demanda, la voix parfaitement calme, « Depuis combien de temps ?» Maître Dumas consulta ses documents. « Le premier crédit date de 3 ans. » Claire hocha la tête lentement, comme si cette information confirmait quelque chose qu'elle avait toujours su sans jamais se permettre de le formuler, et elle dit « Très bien. Qu'est-ce qu'on fait ?» Margot appela le soir même. Claire n'avait pas encore eu le temps d'enlever son manteau quand le téléphone vibra sur le plan de travail, et elle vit le prénom de sa sœur s'afficher et sut immédiatement que Margot savait. Les nouvelles circulaient vite dans leur famille, trop vite, par des canaux que Claire n'avait jamais tout à fait identifiés. Elle décrocha. « L'avocate a appelé ?» dit-elle d'emblée, sans bonjour. Margot répondit « Maman m'a appelé. Elle est inquiète. » Il y eut une pause, et puis Margot ajouta « 23 000 €, Claire. Comment tu n'as pas vu ça ?» Claire posa son sac sur la chaise, enleva son manteau d'un geste lent et dit « Je n'ai pas vu parce qu'il me cachait les relevés. » Margot soupira, ce soupir particulier qu'elle réservait aux situations qu'elle estimait évitables, et dit « Tu lui faisais confiance les yeux fermés. Je t'avais dit que c'était une erreur. » Claire sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine, pas de la tristesse, plutôt une chaleur sèche qui montait vers la gorge, et elle répondit « Margot, si tu appelles pour me dire que tu avais raison, tu peux raccrocher maintenant. » Sa sœur se tut. Ce silence dura exactement assez longtemps pour être inconfortable, et puis Margot dit, plus doucement mais pas vraiment, « Je t'appelle parce que tu as besoin d'aide, et que tu es trop orgueilleuse pour le demander. » Claire répondit, « J'ai besoin de beaucoup de choses en ce moment, pas d'un bilan. » Elle raccrocha la première. Elle resta debout dans la cuisine pendant 1 minute, les mains appuyées sur le bord du plan de travail, à regarder le carrelage.
Puis elle alla chercher Lucas et Inès chez la voisine qui les gardait les soirs de cours particuliers, prépara le dîner, fit les devoirs, coucha les enfants et revint s'asseoir à la table de la cuisine avec le flyer que Nadège lui avait glissé dans la main 3 jours plus tôt avec ce sourire discret qui n'appelait pas de commentaires. Groupe d'entraide pour parents isolés, tous les jeudis à 19h, salle communale du quartier, entrée libre. Elle y alla le jeudi suivant, en se disant qu'elle repartirait au bout de 20 minutes si ça ne lui convenait pas. La salle sentait le café trop infusé et les chaises en plastique, et il y avait 7 personnes assises en cercle irrégulier quand Claire entra, 6 femmes et un homme, tous dans cette tranche d'âge indéfinie où la vie a déjà eu le temps de compliquer les choses. L'animatrice, une femme ronde aux cheveux courts qui s'appelait Bénédicte, lui fit signe de s'asseoir sans interrompre celle qui parlait. Une femme aux mains nerveuses qui décrivait un différend avec son ex-mari concernant les vacances de scolaire avec une précision qui trahissait des mois de rumination. Claire s'assit, croisa les bras et écouta sans rien dire. L'homme dans le groupe s'appelait Thomas. Il avait peut-être 40 ans, peut-être un peu plus, avec ce genre de visage qui ne cherche pas à convaincre. Pas beau de façon évidente, mais stable, le genre de visage qu'on remarque parce qu'il ne fait pas d'effort. Il parla une seule fois pendant la séance, brièvement, pour répondre à une question de Bénédicte sur comment il gérait les matins avec sa fille depuis la séparation. Il dit « On a trouvé une routine. Ce n'est pas parfait, mais c'est à nous. » Il n'ajouta rien. Claire, sans savoir pourquoi, trouva cette réponse plus honnête que tout ce qu'elle avait entendu depuis des semaines. À la fin de la séance, alors que les gens se levaient et que Bénédicte rangeait ses affaires, Thomas s'approcha de Claire avec 2 gobelets de café et lui en tendit un sans demander si elle en voulait, comme si c'était une évidence. « Première fois ?» dit-il. Claire répondit « C'est si visible ?» Il eut un sourire bref. « On a tous la même tête la première fois. » Claire prit le gobelet, but une gorgée de café trop fort et dit « C'est utile ces réunions ?» Thomas réfléchit une seconde, honnêtement, sans chercher à vendre quoi que ce soit. « Ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez des solutions, non. Si vous cherchez à ne plus vous sentir la seule, oui. » Claire rentra chez elle à 20h30, embrassa les enfants que la voisine avait couchés et s'assit dans le canapé dans le noir pendant quelques minutes sans allumer la télévision. Elle ne se sentait pas mieux. Mais elle se sentait, pour la première fois depuis des semaines, légèrement moins seule dans ce qu'elle portait, et cette différence-là, aussi petite qu'elle fût, comptait. L'idée du blog était venue de Nadège un mercredi matin, entre 2 récréations, avec cette désinvolture qu'elle avait pour proposer des choses importantes, comme si c'était des détails. « Tu expliques tellement bien aux parents comment gérer les enfants en crise ?» avait-elle dit en mordant dans sa pomme. « Tu devrais écrire quelque chose. Les gens cherchent ça. » Claire avait répondu que non, qu'elle n'avait pas le temps, que ça ne l'intéressait pas. Nadège avait haussé les épaules et changé de sujet. Mais le soir même, après avoir couché les enfants et corrigé une pile de cahiers, Claire avait ouvert son ordinateur et créé un blog en 20 minutes, sans trop réfléchir, comme on fait quelque chose avant que la raison ait le temps de l'interdire. Elle l'appela simplement « Les jours ordinaires ». Le premier article parlait de comment expliquer l'absence d'un parent à un enfant de 6 ans, sans mentir et sans tout dire. Elle écrivit pendant 1 heure sans s'arrêter, avec une fluidité qui la surprit elle-même, comme si ses mots attendaient depuis longtemps une sortie. Elle publia sans relire. Le lendemain matin, il y avait 43 commentaires. La plupart disaient la même chose avec des mots différents. C'est exactement ce que je vis. Elle ne sut pas quoi faire de ça au début. Ces femmes, et quelques hommes, qui écrivaient depuis leur cuisine, leur voiture, leur salle de bain, à des heures impossibles, pour dire qu'elles se reconnaissaient dans ce qu'elle avait écrit, cette chose-là était à la fois réconfortante et vertigineuse. Claire n'avait jamais pensé que sa douleur pouvait servir à quelque chose d'autre qu'à elle-même. Le jeudi suivant, elle retourna au groupe. Thomas était déjà là quand elle arriva, avec 2 gobelets de café, comme si c'était une habitude établie depuis longtemps alors qu'ils s'étaient parlé une seule fois. Ils s'assirent légèrement à l'écart pendant que Bénédicte ouvrait la séance, et à un moment Thomas lui demanda à voix basse comment elle allait vraiment. Pas la version polie, la vraie. Claire répondit qu'elle avait créé un blog et que des inconnus lui écrivaient pour lui dire qu'elle mettait des mots sur leur vie. Thomas dit « Et ça vous fait quoi ?» Claire réfléchit honnêtement. « Ça me fait peur.
Comme si je n'avais plus le droit de m'effondrer parce que des gens comptent sur ce que j'écris. Thomas la regarda. Vous avez le droit de vous effondrer. Les deux ne s'excluent pas. Claire ne répondit pas immédiatement, parce que cette phrase venait de toucher quelque chose qu'elle n'avait pas eu le temps de formuler. Et puis elle dit, plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu, « Vous ne me connaissez pas assez pour savoir ce dont j'ai le droit. » Thomas ne se vexa pas. Il dit simplement, « C'est vrai. » Et il but son café sans ajouter quoi que ce soit, ce qui était précisément la bonne réponse. Après la séance, ils marchèrent jusqu'au parking ensemble, parce que leur voiture était dans la même direction, et la conversation dériva naturellement vers leurs enfants. Thomas avait une fille de 7 ans qui s'appelait Camille, et qui refusait de manger tout ce qui était vert depuis que sa mère était partie, ce qu'il disait avec cet humour sec des gens qui ont appris à rire de ce qui fait mal. Claire parla de Lucas et de ses radis, qui n'avaient jamais poussé, et Thomas rit, un vrai rire, bref et sincère, et Claire réalisa qu'elle aussi souriait, vraiment, pour la première fois depuis des semaines, sans avoir à le construire. Devant sa voiture, elle s'arrêta et dit « La semaine prochaine, c'est moi qui apporte le café. » Thomas hocha la tête. « Je prends sans sucre. » Elle rentra chez elle avec cette légèreté étrange et presque coupable qu'on ressent quand on réalise qu'on a passé 2 heures sans penser à ce qui fait mal. Elle pensa à Olivier exactement une fois, en passant devant le crochet près de l'entrée où il accrochait sa veste. Et ce fut bref, presque indolore, comme toucher une cicatrice qui commence à se fermer. Ce soir-là, elle écrivit un 2e article. Celui-là parlait de la culpabilité de se sentir légèrement mieux, alors qu'on n'a pas encore résolu quoi que ce soit. En une nuit, il eut plus de partage que le premier. C'était un mercredi soir ordinaire. Claire venait de coucher Inès, Lucas finissait ses devoirs à la table du salon, et elle était dans la cuisine en train de préparer le lendemain. Cartable vérifié, fruits lavés, linge plié sur la chaise, quand son téléphone vibra une fois sur le plan de travail. Elle le regarda sans se presser, parce que rien dans sa vie ces dernières semaines ne ressemblait à une urgence, et elle vit le nom d'Olivier s'afficher pour la première fois depuis 3 mois. Elle posa le torchon. Elle prit le téléphone. Elle lut. « Je me suis bien amusée. Maintenant, je suis prêt à redevenir ton mari. » Elle relut 1 fois, 2 fois, 3 fois. Non pas parce qu'elle n'avait pas compris, mais parce que son cerveau refusait d'accepter que ces mots existaient vraiment, qu'un homme avait réellement tapé cette phrase sur un écran, appuyé sur « Envoyer » et attendait maintenant une réponse de l'autre côté. Le point d'exclamation à la fin la frappa comme quelque chose de physique. Cette légèreté, cette désinvolture absolue, comme s'il annonçait qu'il rentrait d'un week-end entre amis et non de 3 mois de silence délibéré pendant lesquels elle avait appris à survivre sans lui. Le téléphone sonna. Claire regarda l'écran. Sa mère. Elle décrocha parce qu'elle n'avait pas encore récupéré ses réflexes, parce que sa main avait répondu avant que sa tête ait pu intervenir. La voix de sa mère arriva chaleureuse et inquiète comme toujours, avec ce fond sonore familier de la télévision allumée en permanence dans le salon de Bordeaux. « Claire, chérie, j'ai parlé à Margot. Elle m'a dit pour les dettes. » Claire ne répondit pas. Sa mère continua. « Tu sais, les hommes font des erreurs. Olivier n'est pas un mauvais homme au fond. Il a peut-être eu une mauvaise passe, et si tu lui laissais une chance de s'expliquer... » Maman. Parce que pense aux enfants, Claire. Lucas et Inès ont besoin de leur père. Et le divorce, c'est tellement... Maman. Difficile pour tout le monde, et je suis sûre que si vous parliez vraiment tous les deux, tu verrais que... Il vient de m'envoyer un message. Silence. Il dit qu'il s'est bien amusé, et qu'il est prêt à redevenir mon mari. La voix de sa mère se fit plus petite. Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'est bien amusé? Claire sentit quelque chose se déchirer proprement à l'intérieur. Pas de la tristesse, pas de la colère ordinaire. Quelque chose de plus vieux et de plus profond. L'épuisement de 11 ans de sourires maintenus, de besoins ravalés, de silence accepté. Elle dit, très calmement, avec une clarté qu'elle n'avait jamais eue. « Maman, il m'a abandonnée avec 2 enfants et 23 000 € de dettes. Il a vidé notre compte. Il a disparu 3 mois sans un mot. Et ce soir, il m'écrit comme si j'étais une option qu'il peut reprendre quand ça lui convient. » Sa voix ne tremblait pas. Ne me parle plus jamais de lui comme si c'était un homme qui mérite qu'on lui donne une chance. Claire, je comprends que tu sois blessée, mais... Non. Le mot sortit comme une porte qu'on ferme. Tu ne comprends pas. Et je t'aime, maman.
Mais ce soir, je ne peux pas t'entendre défendre cet homme. C'est un lâche. Et si tu rappelles pour me dire autre chose, je décroche. » Elle raccrocha. Ses mains tremblaient légèrement. Lucas l'appela depuis le salon pour lui montrer un exercice de maths qu'il n'avait pas compris. Et elle alla l'aider avec cette capacité étrange qu'elle avait développée depuis 3 mois de fonctionner normalement en surface pendant que tout brûlait en dessous. Elle expliqua les fractions, embrassa son fils, éteignit la lumière du salon et attendit que la maison soit silencieuse. Alors seulement elle appela Thomas. Il décrocha à la première sonnerie. Elle dit sans préambule « Il a envoyé un message ». Thomas ne demanda pas qui. Il dit « Qu'est-ce qu'il dit ?» Elle lut le message à voix haute. Il y eut un silence bref de l'autre côté. Et puis Thomas dit avec une tranquillité absolue « C'est le message d'un homme qui n'a jamais vraiment regardé qui tu es. » Claire ferma les yeux. Cette phrase-là était exacte d'une façon qu'aucune colère n'aurait pu atteindre. Elle n'avait pas répondu au message d'Olivier. Pas ce soir-là, pas le lendemain. Elle appela Maître Dumas le jeudi matin pour lui dire que les choses s'accéléraient et qu'elle voulait que tout soit prêt. L'avocat dit que le dossier était solide et qu'il pouvait procéder. Claire dit « Alors on procède ». Elle posa le téléphone sur la table, regarda par la fenêtre le jardin étroit sous le ciel gris de décembre, et pour la première fois depuis 3 mois, elle sut exactement ce qu'elle allait faire. La mère de Claire s'appelait Françoise, et elle avait traversé les 400 kilomètres depuis Bordeaux sans prévenir, ce qui était sa façon à elle de dire que la situation était grave, sans avoir à l'admettre avec des mots. Claire la trouva assise sur le banc devant la porte de l'immeuble, un samedi matin. Un sac de voyage entre les pieds, et cette expression particulière qu'elle réservait au moment où elle avait décidé de sauver quelqu'un qui ne lui avait rien demandé. Claire s'arrêta sur le trottoir, les clés à la main, et dit « Maman ». Françoise se leva. Je ne pouvais pas rester à Bordeaux sans rien faire. Elles montèrent sans parler. Claire fit du café, installa sa mère dans le salon, vérifia que les enfants étaient toujours chez la voisine, et s'assit en face d'elle avec cette patience qu'on réserve aux conversations qu'on sait inévitables. Françoise prit sa tasse, la tint à 2 mains comme pour se réchauffer malgré la douceur de la pièce, et dit « Il arrive demain. Olivier, il m'a appelé. » Claire posa sa tasse. « Il t'a appelé. Il voulait savoir si tu accepterais de lui parler. Je lui ai dit que je venais te voir. » Françoise leva les yeux vers sa fille avec cet amour maladroit qui avait toujours été sa façon d'être présente, entier, sincère et presque toujours mal placé. « Claire, je ne le défends pas. Je ne défends pas ce qu'il a fait. Mais il est le père de Lucas et d'Inès, et s'il y a une chance, même petite, que vous puissiez... » « Non. Tu n'as même pas écouté ce que j'allais dire. »« Si. » Claire prit une inspiration. « Tu allais dire que s'il y a une chance, même petite, que les enfants grandissent avec leurs 2 parents sous le même toit, ça vaut la peine d'essayer. Tu allais dire que le mariage c'est du travail, que personne n'est parfait, que j'ai peut-être ma part de responsabilité. » Elle regarda sa mère sans colère, juste avec cette fatigue lucide qui ressemble parfois à de la sagesse. « J'ai entendu cette phrase toute ma vie, maman. C'est la phrase qui fait tenir les femmes dans des situations qui les détruisent. Je ne vais pas la laisser me tenir, moi. » Françoise ouvrit la bouche, la referma. Ses yeux brillaient légèrement. « Je veux juste que tu sois heureuse. »« Je sais. » Claire tendit la main et prit celle de sa mère, geste rare entre elles, qui suffit à changer la température de la pièce. « Mais tu ne peux pas vouloir mon bonheur et vouloir qu'Olivier reste dans ma vie en même temps. Les 2 ne vont plus ensemble. » Françoise ne répondit pas. Elle regarda leurs mains jointes et hocha la tête très lentement, comme quelqu'un qui comprend quelque chose qu'il aurait préféré ne pas comprendre. Ce fut suffisant. Maître Dumas arriva à 14 heures avec l'huissier, comme convenu. Claire avait organisé ça 3 jours plus tôt, après l'appel au cabinet le jeudi matin, avec cette efficacité calme qu'elle avait développée depuis des semaines pour les choses qui comptaient vraiment. Françoise était encore là, assise dans le salon, quand les 2 hommes entrèrent. Elle regarda sa fille signer les documents l'un après l'autre, d'une écriture régulière, sans hésitation, sans un regard vers elle. Quand ce fut terminé et que les hommes furent repartis, Françoise dit très doucement « C'est définitif, alors ?» Claire répondit « Oui. » Sa mère hocha la tête une nouvelle fois, prit son sac et dit qu'elle allait rentrer à Bordeaux ce soir, qu'elle embrasse les enfants pour elle. Claire la raccompagna jusqu'à la porte et elles s'étreignirent longuement, sans parole,
avec cette réconciliation silencieuse que les mères et les filles trouvent parfois au-delà des désaccords. Le soir, après avoir couché Lucas et Inès, Claire appela Margot. Elle lui demanda d'être là le lendemain matin, à 10 heures, sans lui expliquer pourquoi. Margot dit « Je serai là ». Pas de questions, pas de commentaires. Juste ces 3 mots qui valaient plus que tout ce que sa sœur aurait pu ajouter. Thomas appela à 21 heures. Ils parlèrent longtemps, de rien d'important et de tout ce qu'il était, et à un moment Thomas dit « Comment tu te sens ?» Claire réfléchit vraiment à la question avant de répondre. Comme quelqu'un qui a pris une décision qu'il aurait dû prendre avant et qui n'arrive pas à regretter d'avoir attendu, parce que sans l'attente, il n'aurait peut-être pas su que c'était la bonne décision. Thomas dit « Ça fait sens ». Elle sourit dans le noir de sa chambre. « Bonne nuit, Thomas. » Il dit « Bonne nuit, Claire. Dors. » Elle dormit. Vraiment, profondément, sans se réveiller une seule fois, pour la première fois depuis 3 mois. Et le lendemain matin, quand le réveil sonna à 7 heures, elle resta 1 minute allongée dans le silence de la chambre, à écouter Lucas remuer dans son lit de l'autre côté du couloir. Et elle sut, avec une certitude tranquille et absolue, qu'elle était prête. Margot arriva à 9h45, avec ce quart d'heure d'avance qu'elle gardait pour les choses sérieuses, et elle entra sans embrasser sa sœur, sans commenter l'appartement, sans poser de questions. Elle posa son manteau sur la chaise de l'entrée, prit l'enveloppe que Claire lui tendait, la glissa sous son bras et dit simplement « Je suis là ». Claire hocha la tête. C'était suffisant. L'huissier arriva à 10h moins 5. Un homme discret aux cheveux gris, costume sombre, mallette noire. Il avait cette neutralité professionnelle des gens habitués à être présents dans les moments que personne ne choisit. Claire lui indiqua où attendre, dans le couloir légèrement en retrait, hors de vue immédiate depuis la porte d'entrée. Elle vérifia que Lucas et Inès étaient bien chez la voisine du 3e. Elle vérifia ses clés dans la poche de son manteau. Elle était habillée pour sortir, pas pour recevoir. La sonnette retentit à 10h07. Margot alla ouvrir. Le silence qui suivit dura peut-être 3 secondes. Mais Claire, depuis le couloir où elle attendait hors de vue, les sentit passer une par une. Elle entendit Olivier dire « Margot » avec cette inflexion particulière. Surprise, déstabilisée, cherchant déjà à reprendre le contrôle. Et elle entendit sa sœur ne pas répondre. Juste ce silence de Margot qui valait tous les discours. Claire entra dans le champ de vision d'Olivier. Il avait l'air reposé. C'était la première chose qu'elle remarqua, et cette observation-là fit quelque chose de précis dans sa poitrine. Pas de la douleur, plutôt une confirmation définitive. Il avait l'air reposé, bronzé légèrement, avec cette expression d'un homme qui revient de quelque chose qu'il a aimé et qui s'attend à retrouver sa vie exactement là où il l'a laissée. Il la regarda, et pendant une fraction de seconde, son visage chercha le sourire habituel, celui qu'il utilisait pour les retours, pour les réconciliations, pour les matins où il savait qu'il avait tort et comptait sur le charme pour ne pas avoir à le dire. Le sourire ne vint pas. Claire. Sa voix était plus hésitante qu'il ne l'aurait voulu. « Je sais que tu es en colère, c'est normal. Mais si tu me laisses t'expliquer... » Olivier. Elle prononça son prénom avec une neutralité absolue, comme on prononce le nom d'un dossier qu'on s'apprête à classer. L'huissier est là. Il tourna la tête. L'homme au costume sombre s'avança depuis le couloir et lui tendit l'enveloppe avec ce geste précis et sans affect des gens qui font ça depuis 20 ans. Olivier prit l'enveloppe sans la prendre vraiment, comme si ses mains avaient agi avant que son cerveau ait pu refuser. Il regarda ce qu'il tenait. Il leva les yeux vers Claire. « C'est quoi, ça ?» Ce n'était pas une question. La procédure de divorce. Claire le dit sans élever la voix, sans satisfaction visible, sans rien de ce qu'Olivier aurait pu utiliser pour transformer la scène en dispute. Tout est dedans. Maître Dumas est joignable si tu veux des précisions. Olivier posa l'enveloppe contre sa cuisse et dit, avec ce changement de registre qu'elle avait appris à reconnaître en 11 ans, la voix qui descendait d'un ton, qui devenait intime, qui cherchait à ramener la conversation dans un espace privé où les règles lui étaient favorables. « Claire, arrête. On n'est pas obligé d'en arriver là. J'ai fait une erreur, d'accord, une grosse erreur, mais on a construit quelque chose ensemble. On a des enfants. » « Oui. » Elle l'interrompit sans hausser le ton. « Et pendant que tu t'amusais, j'ai payé leur cantine, leurs fournitures, leurs médicaments. J'ai remboursé le premier crédit que tu avais contracté sans me le dire.
J'ai expliqué à ta fille de 6 ans, 3 fois par semaine pendant 3 mois, que papa allait rentrer bientôt. » Elle marqua une pause d'1 seconde. « Tu m'as envoyé un message pour me dire que tu t'étais bien amusé et que tu étais prêt à redevenir mon mari. Comme si j'étais un service qu'on reprend quand on en a besoin. » Olivier ouvrit la bouche. Margot fit un pas en avant, se plaça entre lui et la porte avec cette lenteur délibérée de quelqu'un qui a attendu ce moment depuis longtemps, le regarda de la tête aux pieds avec ce silence de 2 secondes qui valait tous les discours, et dit, d'une voix parfaitement posée, « Tu n'es qu'un lâche, Olivier, et tout le monde le sait maintenant. » Elle lui ferma la porte au visage. Claire, qui descendait déjà les escaliers, n'avait pas ralenti. Elle entendit le claquement de la porte au-dessus d'elle et n'eut pas besoin de se retourner pour savoir ce qui venait de se passer. Margot la rejoignit sur le palier du 2e, manteau sous le bras, et elles descendirent ensemble sans échanger un mot, parce qu'il n'y avait plus rien à dire qui n'avait pas déjà été dit. Dehors, l'air était froid et propre. Elles marchèrent jusqu'au coin de la rue, et là, Margot s'arrêta, prit sa sœur par l'épaule 1 seconde, geste rare, bref, qui ne ressemblait pas à Margot et qui était peut-être pour ça le plus sincère qu'elle lui avait jamais fait, et dit « C'est fini ». Claire hocha la tête. « Oui, c'est fini ». Elle mit ses mains dans ses poches et marcha. L'appartement qu'Olivier avait loué se trouvait au 4e étage d'un immeuble sans charme, du côté de la gare, avec une fenêtre qui donnait sur un parking et un radiateur qui faisait un bruit sourd la nuit. Il avait pris le bail 3 semaines avant de partir, détail que Claire apprendrait plus tard, par l'avocat, et qui confirmerait ce qu'elle savait déjà. Rien de tout ça n'avait été une impulsion. Il s'était assis dans cet appartement le soir de son retour, avec ses 2 valises au milieu du salon vide, l'enveloppe de l'huissier posée sur la malle qui lui servait de table basse, et il avait regardé les murs pendant un long moment, sans allumer la télévision. Il appela Margot le lendemain matin. Elle décrocha, l'écouta dire 2 phrases et raccrocha sans répondre. Il appela Françoise à Bordeaux, qui décrocha, l'écouta et dit d'une voix fatiguée « Olivier, je ne peux plus rien pour toi. » Elle raccrocha doucement, sans brutalité, ce qui était presque pire. Le soir même, sans savoir exactement pourquoi, il ouvrit une de ses valises, pas pour chercher quelque chose de précis, juste pour ranger, pour occuper ses mains dans le silence de l'appartement. Et au fond de la valise, glissé entre 2 chemises, il trouva un dessin plié en 4. Il le reconnut immédiatement avant même de le déplier complètement. Inès l'avait fait un dimanche matin de septembre, à la table de la cuisine, pendant qu'il lisait son journal et que Claire préparait le déjeuner. Un château avec des tours inégales, des fenêtres dessinées en croix, et dans le coin en bas à gauche, en lettres penchées qui n'avaient pas encore trouvé leur alignement. Pour papa. Il avait dit merci sans lever les yeux du journal. Il avait replié le dessin et l'avait mis dans sa poche en pensant à autre chose. Il resta debout au milieu de l'appartement vide, avec ce bout de papier entre les mains, et quelque chose se déplaça dans sa poitrine. Pas de la culpabilité encore. Quelque chose de plus ancien et de plus douloureux, comme une compréhension qui arrive trop tard pour servir à quoi que ce soit. Il pensa à Inès qui dormait les bras en croix, la bouche légèrement ouverte. Il pensa à Lucas et ses radis qui n'avaient jamais poussé, et à la façon dont son fils avait ri quand ils avaient retourné la terre ensemble un samedi matin, ce rire particulier des enfants heureux qui ne savent pas encore qu'ils sont heureux. Il pensa à Claire un soir de décembre, 3 ans plus tôt, qui s'était endormie sur le canapé avec un livre ouvert sur la poitrine, et à lui qu'il avait regardé dormir depuis l'encadrement de la porte sans entrer, sans la réveiller, sans comprendre que ce moment-là était exactement la vie qu'il avait choisie et qu'il était en train de la regarder de loin déjà, sans le savoir. Il plia le dessin soigneusement, le reposa sur la malle à côté de l'enveloppe de l'huissier et alla s'asseoir sur le bord du lit. Il attendit 4 jours avant d'appeler les enfants. 4 jours pendant lesquels il construisit dans sa tête la version de la conversation qui se passerait bien. Il appela un mercredi soir à 18h. Lucas décrocha. « Allô ? Lucas ? C'est papa. » Il y eut un silence. Pas le silence d'un enfant surpris, plutôt celui d'un enfant qui avait déjà réfléchi à ce moment avant qu'il arrive. Lucas dit « Je sais ». Olivier attendit la suite. Et puis son fils dit, avec cette simplicité absolue que les enfants de 8 ans ont pour les vérités que les adultes passent des années à formuler. « T'aurais pas dû partir comme ça, papa. Maman, elle a pleuré dans la voiture. Elle croyait qu'on dormait, mais je dormais pas. » Olivier ne répondit rien.
Je te repasse, maman, dit Lucas. Non, attends. Mais Lucas avait déjà posé le téléphone sur la table, et Olivier entendit le bruit de la cuisine, les voix des enfants, la vie ordinaire de cet appartement qui continuait sans lui, et il resta là avec le téléphone à l'oreille pendant quelques secondes avant de raccrocher lui-même. Il alla à la fenêtre, regarda le parking en bas sans le voir vraiment, et comprit, avec une netteté tardive et inutile, que les dégâts qu'il avait faits n'avaient mis pas de formulaire de réclamation. De son côté, Claire ne sut pas ce que Lucas avait dit à son père. Son fils lui rendit le téléphone ce soir-là, en disant juste « C'était papa », avec ce haussement d'épaule des enfants qui ont classé quelque chose, et elle ne posa pas de questions. Thomas arriva à 20h, avec 2 barquettes de nourriture et une bouteille de vin qu'il posa sur la table sans cérémonie. Ils mangèrent dans le salon, assiette sur les genoux, sans mettre la télévision, et parlèrent de choses ordinaires avec cette facilité tranquille des gens qui n'ont plus besoin de se montrer sous leur meilleur jour. À un moment, Thomas dit « Comment tu vas vraiment ?» Claire réfléchit avant de répondre. « Je vais. C'est différent de bien, mais c'est réel. » Thomas hocha la tête. Il comprenait cette distinction-là. Quand il partit, Claire ferma la porte et resta 1 minute dans l'entrée dans le silence de l'appartement endormi. Elle pensa à tout ce qui s'était passé sans que ça fasse mal de la façon dont ça faisait mal avant, comme on pense à une tempête depuis l'intérieur d'une maison qui tient. Elle éteignit les lumières et alla se coucher. Dans l'appartement près de la gare, le dessin d'Inès était toujours sur la malle. Olivier ne dormit pas cette nuit-là. 6 mois plus tard, Claire se leva à 6h30 comme toujours, prépara les tartines comme toujours, tresse les cheveux d'Inès comme toujours, et remarqua, pour la première fois, que ce toujours-là n'était plus une contrainte. C'était une vie. La sienne, entièrement, sans partage et sans excuse. Le divorce avait été prononcé un mardi matin ordinaire, dans une salle d'audience au plafond trop haut et aux chaises inconfortables, avec maître Dumas à sa gauche et un juge qui avait lu les attendus d'une voix monocorde sans lever les yeux de ses documents. Claire avait écouté chaque mot avec cette attention particulière qu'on réserve aux choses qu'on sait importantes et qu'on veut graver quelque part de précis. Quand le juge avait prononcé la dissolution du mariage, elle n'avait pas pleuré. Elle avait juste respiré, lentement, complètement, comme quelqu'un qui sort d'un espace trop étroit et découvre que l'air existe en quantité illimitée. L'article qu'elle avait publié 3 semaines plus tôt s'appelait simplement « Ce qu'on ne dit pas ». Elle y racontait tout. Pas avec des noms, pas avec des détails qui auraient désigné quelqu'un, mais avec une vérité si précise et si nue que des milliers de femmes l'avaient lue en ayant l'impression qu'elle avait fouillé dans leur propre vie. En 48 heures, l'article avait été partagé plus de 20 000 fois. Les messages arrivaient encore, chaque jour, de Lyon, de Bruxelles, de Montréal, de Dakar, des femmes qui écrivaient à des heures impossibles pour dire merci, pour dire moi aussi, pour dire je croyais que j'étais la seule. Claire lisait chaque message. Elle ne répondait pas à tous, mais elle lisait chaque mot, parce que chaque mot comptait, parce que derrière chaque message il y avait une femme assise quelque part dans le silence de sa propre vie, en train de décider si elle avait le droit de continuer à exister pour elle-même. Sa mère appela un dimanche matin. Françoise avait lu l'article. Quelqu'un le lui avait envoyé sans savoir que c'était sa fille qui l'avait écrit, et elle l'avait lu jusqu'au bout, et puis elle avait relu, et puis elle avait compris. Elle appela sans savoir exactement quoi dire, et Claire entendit dans ce silence téléphonique quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps sans avoir su le nommer. Sa mère qui cherchait ces mots, non pas pour convaincre, mais pour s'excuser. Françoise dit finalement « Tu es plus courageuse que je ne l'ai jamais été ». Claire répondit « Tu m'as appris à tenir debout, maman. C'est de là que vient le courage ». Sa mère pleura doucement de l'autre côté du téléphone, et Claire laissa ce silence exister sans le remplir, parce que certaines réconciliations n'ont pas besoin de mots supplémentaires pour être complètes. Thomas était là le soir du divorce. Pas avec du champagne, pas avec des grands gestes, avec une casserole de soupe qu'il avait préparée chez lui et transportée dans un sac isotherme, parce qu'il savait que les grands soirs ont souvent faim de choses simples. Ils mangèrent avec Lucas et Inès autour de la table de la cuisine. Et Lucas raconta une histoire de l'école avec ce talent naturel des enfants pour transformer le banal en épopée. Et Inès rit aux éclats en renversant légèrement son verre. Et Thomas essuya la table sans qu'on lui demande. Et Claire les regarda tous les 3 dans la lumière jaune de la cuisine et sentit quelque chose se poser en elle. Pas de la joie explosive,
quelque chose de plus rare et de plus durable, cette paix tranquille, qu'on ne reconnaît que lorsqu'on a longtemps vécu sans elle. Elle ne savait pas encore ce que Thomas et elle deviendraient. Elle ne savait pas si ce mot-là, devenir, avait encore le même sens qu'avant, si elle voulait encore construire quelque chose avec quelqu'un, ou si elle avait besoin pour l'instant de simplement être. Et cette incertitude-là, qui 6 mois plus tôt l'aurait terrifiée, ne lui faisait plus peur. Elle avait appris que ne pas savoir n'était pas un échec. C'était simplement l'espace dans lequel la vie continuait à se faire. Le lendemain matin, Claire arriva à l'école 20 minutes avant ses élèves. Elle posa son sac, alluma la lumière, disposa les cahiers sur les tables avec ses gestes précis et automatiques qu'elle connaissait par cœur. Puis elle s'arrêta au milieu de la classe vide, regarda les dessins accrochés au mur, des maisons, des familles, des soleils trop grands pour le ciel qu'ils habitaient, et alla ouvrir la fenêtre. L'air du matin entra d'un coup, frais et propre, avec cette odeur particulière des débuts de journée qui ne ressemble à rien d'autre. Claire ferma les yeux une seconde, sentit l'air sur son visage, et sourit. Pas pour quelqu'un, pas malgré quelque chose, juste comme ça, librement, parce qu'elle en avait envie, et que personne n'avait plus rien à dire là-dessus. Dehors, dans la cour, les premières voix d'enfants commençaient à arriver. Elle était prête. L'histoire de Claire s'arrête ici, devant cette fenêtre ouverte, avec l'air du matin sur son visage et les voix des enfants qui arrivent dans la cour. Mais avant de vous quitter, une question sincère. Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un dans cette histoire ? Une femme qui a tout porté en silence, qui a souri quand elle aurait dû crier, qui a continué quand tout lui disait de s'arrêter ? Peut-être que cette femme, c'est vous. Si cette histoire vous a touché, dites-le nous dans les commentaires. Un mot suffit. Et si vous connaissez quelqu'un qui ressemble à Claire, partagez. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul change tout. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.